Ça, on dit trois mots, trois paroles. Pourquoi il y a dans le contexte là? Le gouvernement a fait tout ça capable pour nous, s'il est capable de résoudre le problème de sécurité. Mais ce n'est pas lui qui a fait pour résoudre du net par rapport à un peu. Deuxièmement, nous avons une phase de réforme constitutionnelle là, côté que je dis à gagner une équipe qui travaille qui pour rédiger un texte constitutionnel que nous sommes capables de soumettre dans le mois de mars là, pour le début avril. Et texte ça, il y a mis des dehors, nous allons le chapitre architecture élément essentiel là, et c'est à partir de lui nous-mêmes tout, nous sommes capables de fonder conviction oui à la constitution ça, si vous nous dites non à lui-même. Nous allons aller dans votre question référendaire. Automatiquement, le référendum qui a fini par oui, nous allons pour qui pense que l'élection va organisée. Si tu as fini par non, eh bien, c'est constitution, c'est sous base, constitution 87 là, il a fait l'élection, il a fait année. Et c'est ça que je vous dis, c'est le moment où jamais, à cette génération, à jeunes, à famille, pour saisir l'opportunité ça, pour que le balance là aille en faveur de nous. Merci. Merci beaucoup, professeur Nassel. Ça a été très intéressant et très sanitaire. Le choc générationnel, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de vision. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir au cours de cette journée. Nous allons permettre à Dr. Gracien de regagner sa place aux applaudissements. Et c'est la fin du projet. La personne, les droits sociaux, économiques et culturels. L'une des thèses qui a été développée dans cette étude, c'est qu'au XXIe siècle, l'ouvrage s'intitule Le monde au XXIe siècle. Il était dit qu'au XXIe siècle, nous allons assister à ce que nous appelons le monde frontière. Le monde frontière, les États vont se replier sur eux-mêmes, avec des élans de xénophobisme, avec des élans de nationalisme, et aussi dans les pays où les migrants auront vraiment à faire face à de véritables difficultés. Et nous regardons ce que nos frères et sœurs subissent, pour ne pas dire vivent, soit en République dominicaine, de manière, je dirais, déshumanitante, parfois de manière barbare, mais très sauvage de la part de la République dominicaine, et ce qui se passe aux États-Unis, tantôt de manière brusque, et aussi tantôt de manière, je dirais, en douce. Parce que les États doivent préserver leur identité, les États doivent préserver leur souveraineté. Donc les États vont se replier sur eux-mêmes. Donc cela va avoir directement une incidence sur les droits de l'homme, sur les droits des personnes, sur les droits humains en général, pour ne pas dire sur les droits des êtres humains. Ça, ce sont les États qui se replient. Mais le grand drame, c'est qu'à l'intérieur des États mêmes, il va y avoir aussi des frontières. Par rapport à la croissance, je dirais, accélérée des inégalités sociales, ce qui va, je dirais, causer des chocs, des guerres, des confrontations très très violentes. Les quartiers, certains quartiers vont ériger des murs et aussi des barrières. C'est ce à quoi nous assistons en Haïti, plus précisément
dans la région métropolitaine avec, je dirais, le pouvoir, avec, je dirais, une certaine même hégémonie du pouvoir criminel de ce qu'on appelle les bandes armées. Les bandes armées qui aujourd'hui, je dirais, mettent en question, mettent en péril les droits humains, les droits de la personne, ce n'est pas un phénomène, je dirais, spontané. Ce n'est pas un phénomène isolé. Il faudra remonter depuis la fin de ce qu'on appelle la fin de la guerre froide, l'effondrement du bloc de l'Est, la disparition de ce qu'on appelle du bipolarisme opposant les pays dits capitalistes, les pays dits socialistes ou encore communisme, avec l'effondrement du bloc de l'Est, eh bien ce sera aussi l'effondrement des armées aussi, qui constituait, je dirais, l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'ex-URSS. Donc, certains généraux, pour ne pas dire la majorité de ces généraux, de ces officiers, vont se retrouver sans emploi. Et aussi, ces États vont être frappés de ce qu'on appelle d'une décomposition sociale, d'une désarticulation de leur économie, et ce sera l'ère de ce qu'on appelle le crime transnational organisé de manière systémique. C'est pas qu'avant l'effondrement du bloc de l'Est, il n'y avait pas de crime transnational organisé. Le crime était là, c'était comme en gestation. Mais avec l'effondrement du bloc de l'Est, eh bien, ce sera de manière systématique. Et ce sont ces réseaux-là maintenant qui vont se développer. Les réseaux de crimes qui vont se développer. Trafic d'armes, trafic d'organes, et la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Et c'est pour cela, par rapport à cette ampleur du crime transnational organisé, sortira de ce qu'on appelle la Convention de Palerme, dont un outil est apporté, et je crois qu'il y a toute une loi aussi qui avait été présentée au Parlement et qui a été votée. Donc j'ai eu l'opportunité de faire le plaidoyer de cette loi à l'époque où j'étais programme manager et de la lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants à l'Organisation internationale de migration. Et déjà là, ne soyez pas surpris de ce que je vais vous dire tout d'abord. Pour finir avec l'étude, le cas de Rwanda était prévisible. On avait dit dans cet ouvrage-là, Le monde au XXIe siècle, on avait prévu ce qu'on appelle la grande crise qu'a connu le Rwanda, le génocide rwandais. On a dit que Rwanda s'en sortira de sa crise. C'était prévisible aussi pour le Yougoslavie. La Yougoslavie s'en sortira également. Mais c'était aussi prévisible pour Haïti. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'était aussi prévisible pour Haïti. Et dans l'ouvrage, on a dit que Haïti ne s'en sortira pas. Mais on a dit, mais on ne laissera pas Haïti s'effondrer. Donc, je vous parle d'une étude de la fin des années 1900, je crois 92-93, cette étude qui avait été réalisée par un groupe de think tanks au niveau de l'université de Massachusetts. Par contre, en 2007, lorsque je suis arrivé à l'OIM, pour comprendre cette détérioration, cette déshumanisation, qui aujourd'hui, est-ce que nous pouvons parler vraiment de la jouissance des droits humains? Je parle de la jouissance en termes de quintessence, en termes d'essence. Je ne parle pas au niveau formel par rapport aux conventions, droits civils et autres. Mais je parle en termes de droits qui sont inhérents même à la nature humaine, qui sont inhérents à l'existence humaine. C'est en ce sens que je parle aussi de cette mise en question ou encore ce risque de péril est vraiment
de la pleine puissance. Donc, dans le cas d'Haïti, en 2007, l'Organisation internationale de la migration avait dit que d'ici 10 à 15 ans, même 15 à 20 ans comme ça, Haïti ne sera plus un pays de transit pour le crime transnational organisé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Haïti, par exemple, pour le trafic illicite de migrants, on passe par Haïti, soit pour aller vers en Europe ou bien aux États-Unis. Mais ce sera pour le même cas aussi, et pour la drogue, et pour les armes, et pour le trafic d'organes aussi. Haïti ne sera plus un pays de transit. Haïti sera à la fois un pays d'origine, justement, un pays d'origine, d'accueil et de transit. Aujourd'hui, Haïti est aussi un pays d'origine par rapport à ce contrôle, par rapport à cette hégémonie des bandes armées, qui dans un premier temps, c'était comme étant les relais des intermédiaires, mais au fil du temps, les chefs de bandes armées, finalement, ont pu évaluer les enjeux, les profits, tout ce que cela rapporte. Et aujourd'hui, ils sont devenus aussi des chefs des caïds. Comment ils ont pu faire cela? Parce que nous sommes dans un système capitaliste mondial. Ça, je le vois très. Et le système est caractérisé par l'argent, l'argent sale, l'argent qui est blanchi. Et aussi, ils ont choisi ce qu'on appelle un système capitaliste, un moyen d'accumulation de capitaux. Et quel est ce moyen d'accumulation de capitaux, d'après vous? Quel est le moyen que les chefs de bande, les gangs maintenant obtiennent de l'argent? Hein? Le kidnapping. Oui, c'est le kidnapping. C'est le kidnapping qui s'est servi comme étant un moyen d'accumulation. Des kidnappings de millions, de 500 000, et des kidnappings de 10 000, de 20 000, et même aussi des kidnappings de 50 000, même 5 000 euros comme ça. Oui, c'est un moyen d'accumulation de capitaux. Et justement, avec cet argent, eh bien, ils peuvent se procurer maintenant des armes, ils peuvent aussi devenir des interlocuteurs. Et là encore, un autre moyen aussi, c'est le trafic d'organes. Des jeunes filles, des enfants qui disparaissent. Et là, nous avons eu, je crois, avec l'arrestation de CPJ, de ce jeune médecin, qui a choqué tout le monde. Et vous voyez le cynisme. Et ce bonhomme-là, qui enlève des organes à cœur ouvert. Parce que généralement, il y a certains organes qu'on enlève, on ne met pas d'anesthésie, hein, vous le savez. Hein. C'est sans anesthésie. Hein. Oui, on ne prélève pas d'organes avec l'anesthésie. Non, c'est sans anesthésie, de façon pour que l'adrénaline puisse vraiment donner de l'énergie, donner du muscle à l'organe, pour que l'organe soit resté vivant avec sa vivacité. Et puis après, ce qu'on fait, dans les réseaux de crime transnational organisés, et je ne dis pas, je n'ai pas fait d'investigation, mais des grands réseaux, ces réseaux possèdent ce qu'on appelle non seulement des machines à broyer, mais aussi des crématoires. Automatiquement confinés avec la personne, on enlève l'organe, on le met dans la machine, la machine boit. Même les os aussi, on n'aura pas de traces. Il n'y a pas de traces. Donc vous êtes portés vraiment disparus. Voilà ce à quoi nous sommes en train de vivre. Mais ce qui est choquant en matière de gouvernance, c'était prévisible. Et les autorités haïtiennes étaient au courant. Mais ce n'est pas leur faute, c'est toute une pratique de gouvernance aussi. Et si vous n'avez pas une culture de bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance, ce n'est pas la lutte contre la corruption. Très souvent, il y a une tendance à réduire
la lutte, à réduire la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, la transparence, tout ça. Mais il y a un élément fondamental en matière de bonne gouvernance. C'est la planification stratégique. C'est l'outil, c'est la planification stratégique. L'État planifie. L'État dit dans 5 ans, dans 10 ans, dans le temps aussi, ce qu'on appelle les livrables de manière objective en matière de politique publique. En Haïti, nous avons une culture que nous avons tout le temps. Et une culture aussi de pompiers. Nous n'anticipons pas sur les phénomènes. Voilà ce à quoi aujourd'hui, eh bien, il y a cette désurbanisation. Moi, qui vous parle, en ce moment, j'ai rejoint le lot aussi des déplacés. Oui. Et ce déplacé aussi, moi. J'habite à Delma 19, mon quartier a été envahi, même lorsque ceux et celles qui ont envahi le quartier disent qu'ils sont venus, c'est pour pouvoir protéger le quartier par rapport à un autre quartier. Ce qu'il dit. Et moi, je ne veux rien dire de la situation qui prévaut aujourd'hui. En matière de droits humains, il y a un grand risque, un très très grand risque. Et il faut être prudent comme organisation de défense des droits humains de renchérir publiquement la manière dont l'État haïtien résout le problème des groupes armés. J'ai bien dit, j'ai bien dit, il faut bien, c'est pas, je ne dis pas que vous ne devez pas appuyer, mais publiquement, il y a une manière de le faire. Quel est le risque qu'il y a? Le grand risque. Le grand risque, nous risquons d'être ce qu'on dit nos jeunes. Oui. À chacun de nous sommeille un criminel. Moi qui vous parle, si la situation n'est pas résolue, je suis un potentiel, pour ne pas dire un éventuel criminel, comme aussi un des membres des gangs armés, sans être pour autant un gang. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, il y a le phénomène qu'il faut tuer les gangs, qu'il faut donner le poids carré. Oui, il faut le faire. C'est ce qu'on dit. Maintenant, vous imaginez le scénario le plus chaotique, après avoir confronté maintenant les gangs armés, les bandes armées ont résolu le problème. Mais vous avez pris part aussi. Soit vous avez donné le bois carré, et vous avez votre arme aujourd'hui, vous avez votre revolver, aussi votre bâton, votre machette pour défendre le quartier. Vous savez ce qui va arriver? Quand vous aurez un problème avec moi, comment vous allez résoudre le problème? Hein? Non, comment vous allez résoudre le problème? Le réflexe maintenant. Vous allez utiliser l'arme aussi de moyen. C'est le risque qu'il y a. Et c'est pour ça qu'il faut bien éduquer la population sur cette affaire. C'est très, parce que c'est très, je ne dis pas très dangereux, il faut résoudre le problème. Quel est le risque? Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne vais pas vous ici faire toute la théorie avec vous. Ce que nous vivons ici, en Haïti et même dans le monde, on le voyait à la télé dans les séries, mais on ne savait pas si cela allait arriver. La situation d'Haïti, eh bien, s'est déroulée dans des séries de Netflix ou de sci-fi. Oui. Ce que nous vivons. Je ne vais pas vous choquer, mais je dois vous parler avec un cœur ouvert. Je disais tantôt
nous n'avons pas encore atteint le pic. Oui. Nous n'avons pas encore atteint le pic. Et ce serait mieux qu'on réduise le plus tôt que possible pour ne pas atteindre le pic. Vous imaginez le scénario où la horde, les gangs contrôlent maintenant toute la région métropolitaine. Ou bien, au du moins, Port-au-Prince, Pétionville, Delmar, Croix-des-Bouquets. Et vous êtes fermés. Il n'y a rien. Pas de bagages, pas de circulation d'automobile, la rareté de tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir les cadavres joncher les rues. Oui, c'est ça. Et le pire, c'est que il faut survivre. Il faut regarder les séries, hein, c'est comme ça. Et comment vous allez survivre? La survie dépendra, excusez-moi l'expression, du cadavre de l'autre. Oui, c'est ça la survie. Et vous allez assister peut-être qui va décéder, le premier ou la première, pour survivre. Vous n'allez pas avoir des cimetières, vous n'allez rien avoir. Ce sont des choses ce sont des scènes qu'on a mis en série et que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et qu'il faut éviter à tout prix. Malheureusement, certains nous disent que il faut que nous passions par cette situation pour pouvoir émerger. Oui, bien sûr. Le chaos est aussi porteur d'émergence. Cela dépendra de la manière que nous abordons l'émergence dans les chaos. Le monde au XXIe siècle, c'est un monde en mutation, un monde en changement. Et le changement, ce n'est pas pour le XXIe siècle. Hein. Tout ce qui se passe au XXIe siècle se prépare pour le XXIe siècle. Et Haïti se situe dans cette dynamique, je dirais, socio-historique du changement. Les changements sont irréversibles. Et maintenant, comment transformer, comment tirer profit et vraiment de manière, je dirais, de manière transformatrice, ce changement. Moi, je dirais que, quelque part, la crise qui a surgi au moment même de l'assassinat du président Jovenel Moïse, en juillet, je crois que c'était le 7 juillet 2021, a en quelque sorte amplifié cette dynamique de changement socio-historique. Et les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs, je dirais, religieux, ont en quelque sorte, je dirais, compris cette dynamique. Et c'est ce qui a donné naissance aux différents accords. Il y a eu l'accord du 21 décembre avec le HCT, mais ce qui est très important, le HCT, le Haut Conseil de transition, ne jouissait pas de prérogatives présidentielles. Par contre, l'accord du 3 avril 2024 avec le Conseil présidentiel de transition, eh bien, les 9 conseillers jouissent des prérogatives, je dirais, présidentielles. Mais avec un pouvoir collégial et aussi un mécanisme de prise de décision de manière rotative, avec 7 conseillers présidents, avec une capacité de prise de décision et 2 observateurs, dont une femme. Donc, et regardons bien, il y a 4 présidents. C'est 4 présidents qu'il y a. Et l'accord du 3 avril a 5 grands chantiers. Le premier chantier, c'est le chantier sécurité, défense nationale, puis vient ensuite la question humanitaire, la question de solidarité, justice, état de droit,
la conférence nationale et la question constitutionnelle, les élections, voilà, c'est 5 chantiers qu'il faut mettre en œuvre. Le cadre organisationnel, le cadre étatique maintenant qu'il y a aujourd'hui, c'est l'accord du 3 avril 2024 avec un conseil présidentiel de transition qui n'est prévu nulle part par la Constitution. Mais cependant, le conseil présidentiel ne peut pas évoluer dans le vide sans autre cadre. Et c'est pour cela que la Constitution de 1987 devient ce qu'on appelle un référent. C'est un existant. De même que les lois, les décrets et les circulaires, tout ce qui régit l'administration haïtienne, le fonctionnement d'Haïti, constitue ce qu'on appelle des référents. Lorsqu'on parle des référents, c'est qu'on ne peut pas appliquer dans le sens strict, c'est prescrit par rapport au contexte. C'est pour cela qu'il faut un pouvoir flexible, qu'il faut, et je dirais, des processus décisionnels très très flexibles et adaptés. Très très souvent, et les gens se commettent, et vraiment c'est zéro de dire oui, la Constitution, la Constitution, la Constitution. C'est pour revenir justement à ce mécanisme pour arriver à des élections générales en Haïti pour pouvoir doter le pays d'élus légitimes. Aujourd'hui, Haïti ne jouit pas de toute sa plénitude en termes d'État au niveau du droit international. Parce que vous n'avez pas d'élus, vous n'avez pas de dirigeants issus d'un processus vraiment légitime entre guillemets et par rapport à la charte des Nations Unies, par rapport à la charte de l'ONU, et une dynamique, je dirais, une dynamique démocratique. Il faut que nous ayons à la tête de ce pays, à la gouvernance de ce pays, des dirigeants légitimes. Des dirigeants légitimes élus tout d'abord et des dirigeants aussi nommés. Car les nommés vont jouir de leur légitimité par rapport aux élus légitimes qui les ont nommés. Donc, vous allez avoir maintenant un pouvoir totalement légitime puisque nous avons fait choix de la démocratie. Et un des mécanismes de la démocratie, c'est l'organisation d'élections et bien pour ça un pouvoir électif. C'est là qu'il faut situer l'accord du 3 avril 2024. Maintenant, accord du 3 avril 2024, cet accord n'enlève pas, je dirais, les acquis de 1987 en matière de droits humains, les droits de l'homme, les droits de la personne, en termes de droits civils et politiques, notamment la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Généralement, suivant le contexte, les transitions peuvent être autoritaires, les transitions aussi peuvent être démocratiques, et même à niveau au-delà, des transitions peuvent être fascistes. Auquel cas, il y a des hommes en armes, un beau matin, ils font un coup d'État et ils vous imposent une constitution, ils vous imposent des lois. Dans cette transition, je dirais, c'est une transition, je ne voudrais pas dire semi-démocratique ou bien autoritaire. Non, quand même, il y a toute cette liberté et vraiment d'expression. Et moi, j'aime le dire, ce qui caractérise aussi cette déchéance, c'est le phénomène de surliberté. Pour moi, il y a même trop. Toute chose avec l'excès, eh bien, l'excès en tout nuit. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, l'État doit intervenir tout en préservant, tout en garantissant, tout en respectant les droits des citoyens. Pour qu'ils jouissent de leur liberté fondamentale et qu'ils puissent en quelque part aussi jouissant et de leurs droits socio-économiques en créant des conditions objectives
pour réduire les inégalités sociales et donner l'accès et fournir aussi des besoins vitaux à sa population. Le boire, le manger, le dormir et à un certain moment le loisir. Ce sont des besoins vitaux. Un État qui n'arrive pas à protéger, à nourrir sa population, généralement, l'on dit que c'est un État failli. Et dans le cas d'Haïti, nous avons déjà dépassé le seuil de la faillite, puisque nous vivons le chaos. Nous vivons le chaos. Maintenant, dans le chaos, nous pouvons nous en sortir. Avant d'arriver, n'oublions pas que le Conseil présidentiel, à travers l'accord, a pour mandat, je dirais, en termes de livrable ultime, d'organiser des élections et de remettre le pouvoir le 7 février 2026. Récemment, le Premier ministre a déclaré qu'il n'y aura pas ni de réforme constitutionnelle, ni de référendum, ni d'élection sans sécurité. Mais après, il a si bien dit, son mandat, c'est de remettre le pouvoir et le CPT le 7 février 2026. On se questionne sur la faisabilité. Mais c'est faisable. Oui, c'est faisable. Mais pour comprendre que c'est faisable, il faut questionner la source. Il faut éviter la source. Et aujourd'hui, je suis l'un des éléments de cette source. Et non pas ce que l'on rapporte dans les médias, qu'il s'agisse des médias traditionnels, qu'il s'agisse des médias technologiques, pour ne pas dire des médias en ligne. C'est la source. Et non pas aussi ce que disent disons, les militants sociaux, les militants politiques, par rapport à leurs intérêts immédiats. N'oublions pas que l'accord du 3 avril ne fait pas l'unanimité et ne fera jamais l'unanimité. Surtout dans notre culture antagonique, pour que vous soyez bien, il faut que l'autre soit mal. C'est comme ça, c'est toute une culture chez nous autres. Il y a une culture aussi de l'impossibilité. Tout est toujours impossible pour nous. Et cette culture de contradiction, et je dirais une contradiction improductive, une contradiction stérile, une contradiction qui ne vous aide pas à dégager des pistes de solutions, des pistes de solutions consensuelles. Ce qui fait la force d'une transition, c'est que les processus décisionnels sont consensuels. L'accord, c'est le consensus. Bien sûr, il y a les signataires, il y a les non-signataires de l'accord. Aujourd'hui, nous sommes à notre 3e président du Conseil présidentiel dans la dynamique de présidence par rotation, de présidence tournante, de présidence rotative, je ne sais pas. Le premier président que nous avons, dans le cadre de l'accord, le premier président, le conseiller président Edgar Lebien, a fait toute la mise en œuvre ou encore toute l'implémentation de l'accord du 3 avril 2024.